Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la victoire dès le premier tour du président sortant Faustin Archange Touadéra a été confirmée par la Cour constitutionnelle centrafricaine ce lundi 18 janvier. L'opposition, dont les recours ont été déboutés, rejette l'arrêt de la Cour qu'elle qualifie de décision politique. En Côte d'Ivoire, le calendrier électoral des législatives du 6 mars prochain ne fait pas l'unanimité. L'opposition le juge trop serré. Les candidats ont jusqu'à ce mercredi 20 janvier à 18 h pour se faire connaître auprès de la CEI qui par la suite transmettra la liste le 1er février au Conseil constitutionnel. Et nous recevons dans cette édition le président du Rojalnu Gabon et Afrique, le réseau des organisations de jeunesse africaines leader des Nations Unies, Rodrigue Anthony Mwapawala. Il nous parlera des activités de son organisation. Mais tout d'abord, début de la campagne électorale au Bénin, à moins de 3 mois de la présidentielle du 11 avril 2021. Le 15 janvier, le président sortant Patrice Talon, qui avait déclaré qu'il ne briguera qu'un seul mandat, s'est officiellement lancé dans la course. Le chef de l'État promet de renforcer la bonne gouvernance qui aurait selon lui permis au pays d'acquérir des richesses. Une gouvernance cependant décriée par l'opposition qui dénonce un scrutin verrouillé à l'avance par une nouvelle disposition de la loi électorale qui impose à chaque candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés. Rappelons que début janvier, la Cour constitutionnelle du Bénin s'est déclarée incompétente pour juger un recours déposé contre cette nouvelle disposition. Fin du suspense pour la Centrafrique. Ce lundi 18 janvier, la Cour constitutionnelle a validé la réélection du président Faustin Archange Touadéra dès le premier tour de la présidentielle du 27 décembre 2020. Les recours de l'opposition qui évoquaient des fraudes massives ont été rejetés. Le président Touadéra a donc été réélu à la tête d'une Centrafrique fracturée. En effet, la capitale Bangui est toujours sous la menace d'une coalition de groupes rebelles constituée à la veille du scrutin qui contrôle la majeure partie du pays. Kamesh Katapoulé. Cette fois, c'est définitif. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a validé ce 18 janvier la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Le chef de l'État avait remporté dès le premier tour l'élection présidentielle du 27 décembre dernier avec 53,16% des voix. Dans le même temps, les différents recours déposés par l'opposition ont été écartés par la juridiction. La Cour constitutionnelle a en effet estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes. Le candidat Faustin Archange Touadéra, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est proclamé élu au premier tour président de la République. Dans les rues de Bangui, cette annonce a laissé place à une effervescence de joie, et ce malgré un contexte sécuritaire tendu. Rappelons que les 2/3 du pays sont toujours sous le contrôle des groupes armés. Si la peur reste prédominante dans les rangs des citoyens, certains se disent confiants envers leur président réélu. Les Centrafricains attendent du chef de l'État une prise de responsabilité plus importante, notamment en tant que chef suprême des armées, un élément essentiel selon eux pour rétablir la paix. Nous vivons avec cette peur déjà. Le fait qu'ils ont voulu boycotter, ils ont voulu gâcher ces élections et qu'on a tenu bon, la peur est là, mais nous sommes Centrafricains, fiers de l'être, et que le pays là nous appartient. Ce n'est pas le pays à un seul individu, c'est le pays de tous les Centrafricains. Et que le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, en tant que première autorité de ce pays, puisse prendre ses responsabilités pour que la paix puisse revenir et que les gens puissent vivre dans cette paix. Dans une déclaration commune ce mardi, les partis de l'opposition réunis dans la CODE 2020 ont rejeté l'arrêté de la Cour constitutionnelle. Ils dénoncent notamment des irrégularités et des fraudes. De son côté, le président Faustin Archange Touadéra, qui entame son second mandat, a lancé un appel à la réconciliation nationale. Les élections législatives en Côte d'Ivoire doivent se tenir le 6 mars 2021. Les candidats ont jusqu'au 20 janvier pour se faire connaître auprès de la commission électorale indépendante, un calendrier que l'opposition juge juste. Dans ce délai jugé trop court, les partis d'opposition doivent s'entendre sur des candidatures uniques pour maximiser leurs chances dans ce scrutin à un tour. Graziella Tchakounte et Gladys Mwamba. Le délai imparti
est trop court. En Côte d'Ivoire, l'opposition juge le calendrier des élections législatives trop serré, une déclaration qui intervient à quelques heures de la fin du dépôt de candidature, fixé à ce mercredi 20 janvier à 18h. Selon le chronogramme de la commission électorale indépendante, la liste définitive doit être transmise le 1er février au Conseil constitutionnel. La campagne électorale, quant à elle, se déroulera du 26 février au 4 mars. Se conformer au chronogramme établi va être difficile parce que nous sommes sortis du dialogue politique et au lendemain, on espérait souffler un peu lorsqu'ils ont lancé le chronogramme. Ce chronogramme est difficile à appliquer parce que les années passées, 2016-2018, on a eu environ 80 jours pour préparer les élections, alors que cette fois-ci, nous avons une vingtaine de jours. Il aurait été intéressant dans le cadre du dialogue politique qu'il repousse la date de quelques jours. Compte tenu de cette réalité, l'opposition propose 2 scénarios, un report de quelques jours du scrutin ou la prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature. Il faut dire que pour maximiser leurs chances, les partis d'opposition doivent faire front commun et s'entendre sur des candidatures uniques, mais pour l'instant, les sons de cloche divergent. Déclarons-nous ne pas être concernés et nous le réaffirmons haut et fort par ces législatives faussées d'avance, imposées par Alassane Ouattara, car nous savons tous que comme cela a été lors des précédents scrutins, la fraude sera à l'ordre du jour. Pour l'heure, la commission électorale ivoirienne campe sur ses positions. Les demandes de report du scrutin ont été rejetées. Notons qu'une nouvelle disposition exige que 30% des candidats présentés par les partis pour ces élections législatives soient des femmes. À noter également que le scrutin sera marqué par la participation après 10 ans d'absence du FPI Gbagbo, les pro-Gbagbo qui espèrent un retour en grâce dans leurs anciens fiefs. Également dans l'actualité, malgré le couvre-feu et l'intervention du président Kais Saied, des manifestants, essentiellement des jeunes, sont à nouveau descendus dans les rues ce lundi 18 janvier. La tension reste vive en Tunisie après une 4e nuit de heurts. Le ministère de l'Intérieur a annoncé 632 arrestations et l'armée a été déployée pour protéger certains bâtiments publics. Quelques appels à manifester ce mardi soir contre la pauvreté ont été lancés par des internautes. Ces tensions interviennent alors que le gouvernement constitué avec peine en septembre 2020 et largement remanié le 16 janvier est en attente d'un nouveau vote de confiance. Des champs pétroliers fermés, des investissements repoussés, des réservoirs de stockage pleins à craquer. Depuis le déclenchement de la crise causée par le coronavirus, les pays africains producteurs de pétrole sont dans le désarroi. La demande mondiale en énergie a chuté de 25%, une situation critique pour des pays dépendants de la manne pétrolière comme le Nigeria, l'Angola, l'Algérie ou encore le Gabon. Philomentine. Les pays pétroliers africains coincés entre le choc des cours du pétrole de 2014 et la crise du Covid-19. Plusieurs projets pétroliers ont été soit arrêtés, soit annulés sur le continent comme partout ailleurs dans le monde. Selon la Commission économique pour l'Afrique, les pertes de revenus pétroliers en Afrique sont évaluées à un minimum de 65 milliards de dollars en 2020. Le trio de tête en matière de production de pétrole brut en Afrique, notamment l'Algérie, le Nigeria et l'Angola, on pourrait leur demander de contrôler la production, l'offre de pétrole sur le marché international. Quand le marché s'engorge, le prix de production d'un baril est largement supérieur au prix de vente de ce même baril. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut sortir du marché. Les plus grands producteurs de pétrole du continent, comme le Nigeria, l'Angola et autres, pour qui le pétrole représente plus de 90% des recettes d'exportation et plus de 70% du budget national, font face à une crise exacerbée par le manque de devises étrangères. Que ces pays rentrent donc en négociation avec l'OPEP pour qu'une négociation puisse aller dans le sens de rationner le marché en pétrole brut. Cela aurait donc pour avantage de baisser les quantités offertes sur le marché et en économie, quand les quantités offertes baissent, donc par voie de conséquence, la demande est obligée de suivre la courbe inverse. Donc le prix maintenant va augmenter. La pandémie de Covid-19 continue d'enliser l'économie mondiale et celle africaine dans une crise sans précédent. Dépendant de la manne pétrolière, les géants du pétrole africain se retrouvent en difficulté, leurs économies étant peu diversifiées.
2020 était une année électorale en Afrique. La plupart des candidats ont mis au centre de leur campagne la jeunesse, arguant vouloir œuvrer pour son épanouissement. Épanouissement de la jeunesse africaine, qui est d'ailleurs l'un des leitmotivs du Rojalnu, le réseau des organisations de jeunesse africaine leader des Nations Unies. Pour en parler, nous recevons ce soir son président, Rodrigue Anthony Moapawala. Bonsoir, monsieur Moapawala. Bonsoir, bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur Moapawala, vous êtes le cerveau derrière la création du Rojalnu. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à créer cette organisation? Merci pour votre question. Je ne suis pas le cerveau derrière la création, mais je suis la continuité. D'accord. Le Rojalnu est une organisation qui existe depuis 2004, qui a à son actif 6 sommets panafricains des jeunes leaders des Nations Unies. Le 7e est en préparation. Et je suis président du Rojalnu Afrique, d'abord donc la structure continentale, parce que nous avons un accord de siège avec le gouvernement du Burkina Faso. Il y a d'autres accords de siège en cours de signature avec plusieurs autres États. Oui. Donc depuis le mois d'août 2018, à l'issue du 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies, je suis devenu le président continental et le président de la section gabonaise depuis février 2020. Et quelles sont vos activités ? Nos activités, nous mettons en œuvre l'agenda des Nations Unies. Vous saviez que en 2000, les États se sont réunis à New York. Les États signataires donc, des Nations Unies se sont réunis pour mettre en œuvre un programme pour éliminer la faim, l'extrême pauvreté, etc. Donc le programme précédent était les OMD. Et lors de la 70e Assemblée Générale, il y a un programme qui a succédé aux OMD, qui est donc les ODD. Donc c'est ce programme qui sert de champ d'action principal à notre organisation. Nous jouons le rôle d'interface entre la jeunesse africaine et la mise en œuvre de cet agenda. Donc l'agenda 2030 des Nations Unies. Et vous avez des cellules un peu partout en Afrique? Bien sûr, nous avons des représentations. Et vous travaillez avec les gouvernements? Nous travaillons avec les gouvernements, nous travaillons avec les États. Nous avons un secrétariat permanent à Ouagadougou avec un représentant résident sous mon contrôle parce que je suis le premier responsable de l'organisation, mais j'ai des collaborateurs. Donc nous avons aujourd'hui des accords de siège en signature dans plusieurs autres États. Nous sommes en train de travailler justement pour être à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. Et c'est justement ce qui justifie également ma présence à Paris. C'est pour donc continuer d'accélérer le mouvement par rapport donc aux objectifs, à l'atteinte des objectifs qui sont les nôtres. Alors quel bilan pouvez-vous faire de votre activité aujourd'hui depuis 2004? C'est un bilan positif puisque nous avons 6 sommets panafricains, madame. Nous avons largement contribué déjà lors de l'agenda précédent, l'agenda 2015 des Nations Unies qui était les OMD. La jeunesse sous la bannière du Rojalnu a apporté sa contribution. À chaque sommet panafricain, il en est découlé des résolutions que nous avons mis à la disposition de la table des gouvernants, non seulement de la table des gouvernants, mais aussi des partenaires au développement, des Nations Unies, etc., pour pouvoir prendre en compte la contribution et la dimension jeunesse dans le cadre donc, des différentes politiques et programmes élaborés et des décisions. Et comment vous évaluez ça aujourd'hui? La position de la jeunesse, justement. La position de la jeunesse africaine dans les organes, justement, des décisions politiques dont vous parlez. Ce n'est pas encore totalement ça. C'est un combat de longue haleine. Vous saviez, aujourd'hui, la jeunesse est une phase de la vie, une phase où c'est une phase qui n'est pas toujours très très bien considérée aussi de la part des gouvernants. Mais il faut inspirer la confiance. Il faut travailler à faire en sorte qu'il y ait une corrélation réelle existentielle entre les gouvernants, entre ceux qui gouvernent et donc et les jeunes. Et justement, c'est toute la raison de la position et de l'existence des organisations telles que le Rojalnu qui servent de passerelle justement entre les gouvernants et les jeunes. Donc dans le cadre spécifique de l'agenda des Nations Unies, mais aussi donc de façon tout à fait normale en ce qui concerne le fonctionnement entre la jeunesse et donc les États et les gouvernants, etc. Quels sont vos projets futurs? Nous avons en perspective déjà, puisque nous avons repositionné l'organisation, ce repositionnement est passé par notre participation à la 74e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous avons organisé un side event à New York lors de la 74e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous comptons organiser l'année dernière, mais à cause du Covid, aucun événement ne s'est déroulé en présentiel. Est-ce que le Covid a impacté vos activités? Absolument, très fortement, mais nous avons continué d'exister parce que nous avons plusieurs webinaires avec des organisations partenaires, notamment des organisations d'Afrique du Nord, etc., auxquelles moi-même j'ai participé et d'autres jeunes leaders africains issus du Rojalnu. Donc,
donc les perspectives sont là. Nous allons cette année, nous comptons, puisque nous sortons peu à peu, nous avons des accords de siège en négociation. Nous avons le 7e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies que nous comptons organiser également. Et donc voilà, et nous comptons également cette année, nous allons voir avec l'évolution de la pandémie, au mois de septembre certainement, nous allons être présents à la 76e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Merci beaucoup, Monsieur Mwapawala, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Madame Kamden. Nouveau versement de la redevance audiovisuelle en République du Congo. 126 millions de francs CFA alloués aux médias publics sur décision du gouvernement. La mesure était attendue depuis plusieurs années. Un sujet de la rédaction. La question est posée depuis 18 ans, près de 2 décennies d'attente. Face au débat sur la redevance audiovisuelle, les autorités congolaises ont décidé d'allouer plus de 120 millions de francs CFA aux médias publics. Un fonds mobilisé par le ministère des Finances au titre du paiement de l'année 2021. Objectivement, oui, nous avons là atteint l'objectif parce qu'il fallait activer le principe de la rétrocession. Jusque-là, 18 ans durant, j'insiste, rien ne s'était fait et cela n'était pas juste. Et aujourd'hui, symboliquement, nous l'avons fait d'une manière transparente et d'ailleurs c'est une occasion pour féliciter et encourager le ministre dans cet élan de transparence. Une nouvelle enveloppe après une première tranche de près de 102 millions de francs CFA débloquée en octobre 2020, toujours en faveur des médias publics. Un premier montant a été rétrocédé au secteur et au ministère de la Communication et des Médias, conformément à l'arrêté du 25 septembre 2003, rappelé tout à l'heure. Ce premier montant d'environ 102 millions, comme cela a été indiqué, a amené le ministère de la Communication et des Médias à inviter, à instruire les 3 opérateurs concernés, c'est-à-dire Télédiffusion du Congo, Télé Congo et Radio Congo, à ouvrir des comptes bancaires dans les établissements de la place afin d'accueillir, de recevoir les montants selon la ventilation qui a été déterminée par l'arrêté. Ce nouveau versement de la redevance audiovisuelle, une véritable bouffée d'oxygène pour les médias congolais. Cette opération est la 2e du genre depuis la mise en place de la redevance audiovisuelle en 2001. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.